bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous partons en Chine. Et oui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Fauduc, Head of Marketing and Communication chez Alibaba France. Alibaba, la plateforme à la démesure de son pays d'origine. Alors oui, nous allons bien sûr parler du Single Day, l'une des opérations commerciales les plus folles du monde, mais surtout nous allons essayer de comprendre les différences de marché entre la France et la Chine et identifier les opportunités qui existent pour les vendeurs français. Comme d'habitude, pour bien comprendre, nous allons nous intéresser d'abord au marché chinois. Qui sont ces consommateurs? Quelles sont les différences fondamentales qui existent avec les Français? Qu'est-ce que la crise du Covid a modifié ou amplifié dans leurs habitudes de consommation? Ensuite, nous nous intéresserons à la proposition de valeur d'Alibaba pour les vendeurs français. Qu'est-ce que la plateforme leur apporte? Pourquoi peut-elle être une porte d'entrée intéressante sur le marché chinois? Enfin, le dernier point sera celui de la prise de parole. Qu'est-ce qu'Alibaba met en œuvre dans sa relation avec ses consommateurs? Comment l'offre des vendeurs français est-elle mise en avant? Bref, nous partons pour un voyage passionnant dans le pays le plus peuplé de la Terre. Mais avant de commencer, Laura, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci pour cette invitation. Je suis très contente de revenir sur ton podcast. Alors, moi, donc Laura Fauduc, comme tu m'as présenté, oui, je suis directrice marketing communication chez Alibaba France depuis 4 ans. Donc, je m'occupe effectivement d'éduquer et de parler un petit peu de ce qu'on fait dans les équipes Alibaba depuis la globalisation qu'on a commencé il y a 5 ans et l'ouverture en fait de nos bureaux. Donc Alibaba France fête ses 5 ans d'ailleurs cette semaine et donc j'ai le plaisir de venir te parler de tout ça et de ce qu'on amène aussi sur le marché français avec notre bureau. Ouais, on va revenir dessus effectivement. Et effectivement, il y a un peu plus d'un an, tu étais venu prendre la parole rapidement à l'occasion d'un événement sur le podcast. Tu nous avais déjà expliqué en quelques mots comment fonctionne Alibaba en France et pour les vendeurs français. Aujourd'hui, on aura l'occasion d'aller plus loin dans le détail. Avant d'y arriver, raconte-nous rapidement ton parcours. Tu as un profil, j'imagine, plutôt commercial. Tu n'es pas ingénieur. Par où tu es passé rapidement avant d'arriver chez Alibaba? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière en agence, donc en agence de communication. J'ai fait une grosse partie de ma carrière dans des agences comme TBWA ou Wonderman chez WPP. J'ai travaillé énormément, très rapidement en fait dans les nouvelles technologies puisque j'ai commencé en 99 déjà chez TBWA Interactive ou à l'époque BDDP c'était Interactive. Ouais. Et ensuite je suis partie chez Disney, donc j'ai commencé effectivement à faire un parcours aussi international et tout en restant sur le e-commerce et le marketing, c'est ma formation. Donc marketing et les leviers évidemment comme le digital commence à devenir très important sur les points contact clients, le digital, internet, le web, etc. Je suis partie à l'international, j'ai vécu au Mexique, en Finlande, à Londres et je suis revenue juste avant de rejoindre Alibaba en France pour rejoindre Full6 et ensuite rejoindre une entreprise qui s'appelle Puig qui travaille donc dans la mode et le parfum puisqu'ils ont des marques comme Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier,
Nina Ricci, etc. Et donc, juste après ce poste en tant que Chief Digital Officer, j'ai rejoint Alibaba. Et la transition s'est faite tout simplement parce que c'est vrai que la Chine est un marché très important pour les acteurs du luxe. Et c'est vrai que c'est un marché sur lequel je voulais approfondir un petit peu ma connaissance et surtout savoir comment ça fonctionnait. Quelle était cette grande différence sur le marché chinois par rapport au reste du monde. Ouais. Voilà. Bon, bah merci pour ces explications. Effectivement, la transition est tout à fait trouvée pour commencer à parler du marché. Je le disais en introduction, avant de comprendre la proposition de valeur d'Alibaba, il est intéressant et pertinent que tu nous expliques les ressorts du marché chinois. Le consommateur chinois n'est pas tout à fait le même que le consommateur français. Comment, peut-être pour commencer, en quelques mots, tu décrirais justement cette différence? Alors, c'est clair que le consommateur chinois, déjà, il est en volumétrie beaucoup plus nombreux. Donc, ça veut dire que le marché chinois est très large. Géographiquement, on parle de plusieurs types de villes, puisqu'on a des villes de tier 1 ou tier 2 comme Shanghai, Beijing, qui sont des villes très peuplées, et des villes, ce qu'on appelle des régions ou des provinces de tier 4, qui sont beaucoup plus larges, mais beaucoup moins équipées, beaucoup moins denses, notre type de population. L'autre chose fondamentale aussi, je pense, chez le consommateur chinois, qui est important à prendre en compte, c'est leur avancée technologique. Ils sont tous mobile. Et je le dis souvent, ils sont mobile only. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est équipé d'un portable et ils ne sont même pas passés par la case, entre guillemets, de l'ordinateur. Donc pour eux, tout se passe sur leur portable et que ce soit leur déclaration d'impôt, que ce soit, entre guillemets, leurs achats au marché, que ce soit le booking, comme on le voit un peu plus évidemment en Occident, de services. Tout se passe par le mobile. Et c'est aussi un des aspects fondamentaux et différenciants par rapport à l'Occident. Mais ça donne à cette population et à ce consommateur une vraie, on va dire, une vraie idée de ce que va être la tendance de la consommation de demain par rapport au reste du monde. Comme ils sont très équipés en termes de mobile, de technologie, ça nous permet de voir un peu les tendances d'usage pour les marques avec qui on travaille, pour leur plan marketing ou leur façon de vendre aussi leurs produits. Donc Ça, c'est les... c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je retiens effectivement donc dans le désordre d'abord et qu'effectivement il y a des tendances qu'on peut lire au travers des habitudes de consommation et de l'utilisation de la technologie des consommateurs chinois. Ensuite, tu dis ils sont justement mobile only, hein, donc c'est-à-dire que tout doit être pensé en termes d'UX, d'expérience pour le mobile. Et puis ensuite, il y a finalement une géographie, une disparité des populations quand même dans le pays. Est-ce qu'on peut dire que globalement, tu as, ou alors c'est plus complexe que ça, mais tu as les grandes métropoles versus le reste du pays, ou est-ce que c'est... Alors, en fait, ils divisent en quatre grandes sections. C'est pour ça que Tier 1, T1, T2, T3, T4, on va dire ça comme ça. Ce qui te donne un peu, alors j'ai pas les échelles exactes, mais évidemment T1 c'est les grosses métropoles, T2 c'est on va dire des métropoles un peu plus provinciales mais quand même conséquentes. T3 et T4 rentrent sur des régions effectivement beaucoup plus rural. étendues et agricoles. Donc ça te donne, oui, effectivement, là, un peu le... Est-ce que les T1 et T2, finalement, les populations qui se trouvent dans ces deux segmentations-là, ont des habitudes d'achat qui sont similaires, ou alors il y a quand même des différences fortes entre le consommateur qui est à Shanghai et le consommateur qui est dans une ville T2? Alors, je pense que fondamentalement, je le dirais autrement, c'est-à-dire que leurs besoins, la façon dont les services doivent leur être apportés est différente. Quand tu es dans une grosse agglomération, que tu as des centres commerciaux à proximité ou que tu as des services, on va dire, des restaurants, des hôpitaux, etc., le service qu'on t'amène sur ton mobile est légèrement différent que si tu habites dans une ville de T3 où effectivement la proximité de tous ces services n'est pas là.
dont tu dois en bénéficier aussi, dont ton mobile se sert autrement. Hmm. Je dirais aussi que si je dois le tourner autrement, c'est que les conséquences, en fait, les besoins sont les mêmes et les conséquences sont plus sur la façon dont les services sont amenés. Donc, le mobile, c'est une chose. On dit souvent qu'il y a aussi cette question de génération. C'est-à-dire qu'en Chine, la culture fait que voilà, les consommateurs sont vraiment transgénérationnels. C'est très large. On l'a vu d'ailleurs cette année beaucoup, mais tu as vraiment d'un côté évidemment les jeunes, la génération Z, on va dire, et de l'autre côté, tu as la population beaucoup plus senior. Et leurs habitudes, leurs besoins sont très différents et leurs habitudes quand même restent très ancrées sur la même chose, c'est le mobile, tu vois. Donc la façon dont tu vas leur parler est très différente selon leur ville, selon leur segmentation générationnelle, mais en même temps, tu vas devoir passer sur des on va dire, sur des supports et sur des plateformes qui restent à peu près les mêmes. On va Hmm. dire ça comme ça. D'accord. Donc, Mais donc est-ce que, ce oui, qui- vas-y, pardon. Ouais, non, en fait, Pas de problème. ce que je voulais t'entendre dire, c'est qu'il y a plusieurs Chines, parce que souvent on entend en France parler de la Chine comme un marché de 1,5 milliard Ah oui, c'est pas d'habitants. uniforme. C'est pas ça. C'est Ouais. pas ça. C'est beaucoup plus complexe. Et finalement, il y a des disparités de niveau de vie qui existent. Tu parles Complètement. Mm. des habitudes de consommation qui diffèrent aussi. Si on prend le tier one, c'est quoi la population globale? Tu as une idée, un ordre de grandeur? Euh, non, j'ai pas un ordre de grandeur en tête, mais si tu prends, je sais pas, une ville comme Beijing, je sais plus combien. Alors, Tier 1, c'est de mémoire, il me semble, Beijing, Shanghai, tu vois, Shenzhen, c'est sûr. Il m'en manque une, je pense, Guangzhou. Et si tu prends, je sais pas, alors, Beijing, combien, de mémoire, combien de personnes il y a à Beijing? Je sais pas, ça doit être une population de. Euh, Shanghai, c'est 20 millions, non? C'est ça l'ordre de grandeur? Shenzhen, c'est à peu près pareil, non? C'est quoi? Alors, je pense que Shanghai, si c'est 20 millions, Beijing, c'est un peu plus grand. Et Shenzhen aussi. Donc, si c'est 20 millions, si Shanghai, ouais, Ouais, ça ouais, doit être voilà. C'est pour remettre un 24, peu 25, ouais, un peu plus grand. ouais, ouais, des perspectives. T'as parlé des générations. La Chine est un pays jeune, plutôt. Alors, non, je pense que c'est un pays qui a une démographie assez large. C'est pareil, c'est pas du tout uniforme. Et on voit, parce qu'il y a une certaine culture aussi, tu vois, familiale, des aïeux. On a des générations voilà, qui sont assez proches culturellement, même s'ils sont très, très éloignés physiquement. Et en fait, on a vu, par exemple, pendant le dernier Double Eleven, la génération la plus senior qui a fait un pic dans leurs achats pendant cette période de plus de 300% versus l'année précédente. Pourquoi? Parce que c'est une accélération due aussi au Covid et au contexte, je pense, mais aussi parce que on a tous été en lockdown, en confinement, et je pense que c'est des choses auxquelles voilà, les générations plus âgées aussi ont accès. Donc, non, je pense que la démographie, elle est très très large. C'est aussi l'intérêt. Alors, d'un marché comme la Chine, je pense que c'est aussi l'intérêt pour les marques françaises de le regarder comme ça. Ça reste un laboratoire aussi assez intéressant pour eux d'innovation, puisque les consommateurs, tu trouves tout type de consommateurs, comme on était en train de dire, c'est pas un marché uniforme, donc tu as tout type de consommateurs, tout type de besoins, que ce soit par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport à leur âge, pardon, leur culture, leur ouverture à l'international ou pas, leur appétence à des catégories comme le luxe ou la beauté versus des catégories aussi plus terre à terre comme la viande ou les produits frais, les fruits, qui est important. La façon dont ils abordent aussi les catégories comme la santé sont vraiment des choses très différentes. Donc ça permet à toutes les marques, entre guillemets, de trouver là-bas à une volumétrie quand même assez représentative, parce que c'est des milliards de Chinois dont on parle, un marché qui finalement le socle commun reste la langue, les plateformes, on va dire, de mobile, et le reste, ça leur permet aussi d'avoir un panel assez large. Donc Ouais, ça peut être hyper intéressant aussi, je le vois avec certaines marques françaises, d'aller en Chine en se disant, au lieu de se le dire en disant bah, c'est un marché vraiment différent du reste du monde, donc ce que je fais en Chine, je peux le faire nulle part ailleurs,
c'est un peu le sens inverse, c'est-à-dire finalement en Chine, je peux tester plein de choses que je ne peux pas tester ailleurs, mais qui me permettra ensuite de déployer dans d'autres pays. Ça, c'est une vision que j'ai switchée énormément quand je suis passée de chez Twitch à chez Alibaba. Hmm, Parce que c'est chez Twitch, comme intéressant, j'ai, c'est voilà, comme j'ai intéressant. C'est intéressant. Et alors, tu mentionnais les comportements d'achat des générations peut-être plus âgées qui ont évolué avec le Covid. Justement, le Covid, qu'est-ce que ça a changé ou accéléré ou modifié en Chine en termes d'habitude d'achat ou de besoins? Alors, ouais, pour répondre à ça, je vais juste faire une aparté sur Alibaba, parce que je pense que les gens nous connaissent beaucoup, comme on le dit depuis le début, sur nos plateformes, on va dire, de transactions e-commerce. C'est une chose, mais on a aussi beaucoup d'autres activités, et en l'occurrence, on a aussi des magasins en physique. Donc, on a des centres commerciaux comme InTime, on a des magasins physiques comme Freshippo, où c'est des magasins de proximité à la base, où on fait aussi de l'alimentaire, des choses comme ça. Et ça nous permet, pourquoi je le précise, c'est que ça nous permet en fait d'être à des points, à tous les points de contact, on va dire, du parcours client du consommateur chinois en Chine. Hmm. Donc, ça nous permet d'avoir une vision un peu 360 justement du consommateur, de ses besoins et surtout de la façon dont il réagit. Donc l'impact en fait du Covid en Chine, ça a été le même, mais en décalé, parce que ça a touché la Chine avant de toucher le reste du monde, sur le fait que les gens étaient en confinement, qu'ils étaient chez eux, qu'ils ne pouvaient pas bouger, et donc qu'ils ne pouvaient pas avoir accès, entre guillemets, de la même manière à leurs services et leurs produits habituels. Et donc ça a accéléré, je pense, la digitalisation des entreprises qui étaient présentes en Chine et qui devaient continuer à vendre. D'un autre côté, Alibaba, dans son écosystème, quand je disais comme on est à tous les points de contact, ça nous a permis aussi d'être assez agile dans notre façon d'amener ces services-là. Donc on a vu des tendances émerger aussi pendant suite au Covid, donc pendant le confinement, mais aussi pendant le déconfinement. Parce que dès que le déconfinement en Chine a eu lieu, les magasins ont dû se réinventer dans leur manière aussi omnicanal, comme on dit en Europe, ou on et off, en new retail, comme on dit nous chez Alibaba, d'apporter ce service. Les gens sont précipités, entre guillemets, de nouveau dans les magasins, mais toujours pareil, en Chine, la façon dont ils font du shopping est très différente. Pour eux, le shopping, c'est un divertissement. Et aller en magasin quand tu es dans une ville de Tier 1, c'est une chose. Déjà, il faut, comme dans toutes les grandes villes occidentales aussi, avoir envie d'y aller pour avoir une expérience particulière, parce qu'il y a quand même les embouteillages, il y a, tu vas pas, si tu peux l'avoir sur ton mobile et vivre chez toi, il faut avoir une vraie raison pour affronter tout ça. Mais quand tu es dans une ville de Tier 3 et que de toute façon tu n'as pas accès à ces magasins-là, finalement, ça n'a fait que bonifier et accélérer dans le bon sens du terme aussi cette digitalisation. Donc, dans l'après-confinement, l'expérience en magasin, la différence entre la Chine et l'Europe pour moi, c'est aussi de se dire les motivations en fait des consommateurs chinois pour aller en magasin étaient déjà différentes. Nous, on était plus dans le challenge de faire du mobile vers le magasin, plutôt qu'en Occident où on est plus dans le challenge de dire c'est plutôt l'expérience de passer en magasin et qu'est-ce qu'on offre en plus en valeur ajoutée sur le mobile. Là-bas, c'est assez complémentaire et ça va dans l'autre sens. C'est quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte en magasin. Donc ces problématiques en fait ont été accélérées avec le Covid, mais ça a permis à nos marques, aux marques qui travaillent avec nous, que ce soit sur nos plateformes ou en physique dans les magasins, de remettre à plat leur stratégie new retail. Et c'est quelque chose, je pense, comme on avait 1 mois ou 2 mois d'avance par rapport à cette pandémie, de pouvoir aussi donner une opportunité et un peu un souffle d'air, comme diraient certaines personnes, sur leur business, parce que la reprise a été donc un peu plus rapide en Chine, la reprise de la consommation et donc du business pour les acteurs français qui se sont exportés vers la Chine. Et il y en a beaucoup qui ont ouvert leur magasin pendant le confinement, pendant le Covid, comme Christophe, et qui a bénéficié aussi du Double 11 en termes d'opportunités de développement de chiffre d'affaires. Par rapport au reste du monde, on est encore en lockdown ici, quoi.
Ouais, Donc, on va revenir justement sur tout ça. Avant d'y aller, justement, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus en détail ce qu'offre Alibaba finalement aux marques et aux vendeurs français. Avant qu'on commence à enregistrer, tu m'expliquais qu'on n'est pas que la plateforme Alibaba, et mm, c'est beaucoup plus. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ce ouais, qu'Alibaba propose. Tu as évoqué là, à l'instant les magasins en physique, les centres mm. commerciaux, et je t'avoue que je ne le savais pas, c'est une découverte. Comment tu présentes un peu Alibaba et sa proposition de valeur pour les marques et les vendeurs français? Alors, moi, je dirais qu'Alibaba, notre mission principale, c'est important, c'est de se dire qu'on est là pour faciliter en fait les transactions entre les acheteurs et les vendeurs partout dans le monde et quel que soit ton business en B2B ou en B2C. Donc, dans la globalisation, dans la stratégie de globalisation d'Alibaba, on s'est dit qu'on allait ouvrir des bureaux effectivement dans plusieurs pays, dont la France, pour être au plus près en fait des marques internationales et les aider à vendre leurs produits, à exporter leurs produits vers la Chine. Donc ça, c'est une des premières missions et un des premiers services en fait qu'on exploite en France, c'est aider les entreprises françaises à exporter vers la Chine et l'Asie du Sud-Est en général. La deuxième, je dirais, c'est on a rapidement vu qu'il y avait également à l'époque, avant le Covid, plus de 2 millions de touristes chinois, on va dire, qui arrivaient en France. Et c'est là où, par rapport à nos plateformes, on pouvait aider effectivement les entreprises françaises à mieux accueillir le consommateur chinois, à mieux les aider à préparer leur parcours, mais également à s'adapter à leurs habitudes. Et une des grosses habitudes aussi de consommation ou d'habitude du consommateur chinois, c'est de payer via leur mobile. Donc Hmm. toute la partie paiement mobile, Alipay, etc., ça a été aussi un des axes sur lesquels on a aidé et on aide encore les entreprises françaises à accélérer. Et ça induit, on va dire, un troisième axe pour moi qui est important, c'est aussi toute la partie digitalisation, innovation technologique ou en tout cas mise à niveau technologique des entreprises françaises par rapport aux consommateurs chinois et par rapport au modèle technologique qu'ils développent en ce moment. Je te donnerai quelques exemples pour le Double Eleven, mais c'est vrai que des plateformes de live streaming où l'idée de pouvoir soutenir des transactions quand tu es en e-commerce dans une population de milliards de Chinois, ça te donne, on a 960 millions de consommateurs chinois sur l'ensemble de nos plateformes Alibaba. Donc quand tu rentres sur la Chine, sur nos plateformes, il faut que tu aies aussi des infrastructures techniques qui tiennent le coup, en e-commerce, en logistique, etc. Donc ça, c'est le troisième point. J'avais le quatrième point aussi qui est important pour Alibaba dans sa mission en France et à l'international en général, c'est aussi d'aider les entreprises françaises à promouvoir son savoir-faire, ses produits, mais dans le monde et à l'international. Et donc là, on a aussi d'autres plateformes qui permettent de faire ça. Donc, pour te résumer, l'ensemble de l'écosystème Alibaba, il est fait en sorte de pouvoir, en fait, aider les entreprises françaises à faire du business, particulièrement en Chine, particulièrement avec des consommateurs très, on va dire, équipés technologiquement, très avancés dans leurs habitudes, mais également dans le reste du monde via l'ensemble de nos plateformes. Alors, Les, merci. Ouais, c'est très clair, mais quand je t'entends parler, j'ai une question enfin, j'ai un commentaire que j'aimerais te faire. Est-ce que tu pourrais illustrer concrètement, soit avec un business case, soit sans donner de nom, expliquer finalement le parcours. Là, je reviens de façon un peu terre à terre, mais pour une marque française ou un distributeur français qui est intéressé en écoutant ce que tu viens de dire pour aller en Chine, concrètement, votre accompagnement, il s'illustre comment? Alors, aujourd'hui, si tu es une marque française et que tu n'as pas de présence, par exemple, en Chine du tout, Ouais. la première chose, c'est on a une plateforme sur laquelle tu peux te connecter, soumettre ton cas. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une marque qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps, je pense que c'est Lune de Miel. Donc, tu vois, tout ce qui est miel, une marque française. Donc l'idée est de d'abord comprendre en fait le besoin, est-ce que ton produit et ton offre est pertinente par rapport au consommateur chinois. Donc tu peux déjà donc prendre des informations
Après, monter ton cas sur cette plateforme où tu rentres, où en fait, avant d'avoir cette plateforme, de façon de manière générale, tu étais en contact avec nos business développeurs chez nous, donc qui regardaient les produits, qui ont une connaissance très forte de la culture chinoise, de ce que veulent les consommateurs et de la pertinence probablement de ton produit. Ensuite, une fois que c'est plutôt validé en disant oui, c'est un produit qui pourrait avoir une certaine appétence par rapport aux consommateurs chinois, il faut trouver en fait un partenaire local qui n'a pas de présence sur place, qui va t'aider en fait à développer ton business plan, et qui va t'aider à développer en fait la façon dont tu peux rentrer sur le marché. Sachant qu'un des premiers critères pour l'une de miel, c'est de se faire connaître. Ensuite, de pouvoir être référencé ou de créer donc son propre magasin sur notre plateforme qui est Taobao ou Tmall. Timo Global pour les marques qui exportent en cross-border. Donc, ils vont créer avec leurs partenaires cette boutique en ligne sur Timo Global. Pouvoir donc mettre en place toute la partie logistique aussi, où sont tes stocks, où est-ce que, en combien de temps ça doit être livré. On a quand même des critères aussi d'exigence sur les plateformes par rapport aux consommateurs chinois, qui fait que ça doit être livré assez rapidement et ça doit être livré tu vois, de manière rapide dans l'ensemble de la Chine. Donc, comme je t'ai expliqué, c'est très large. Donc, tu as un partenaire local, tu regardes avec ton business plan, tu mets en place Vous faites le go-between avec une liste de partenaires locaux? Alors, nous, une liste de partenaires en fait qui est rankée tous les ans, donc qui est revue d'ailleurs leur classement tous les trimestres ou si je ne me trompe pas. Donc nous, on fait une mise en relation par rapport via cette plateforme. Donc tu dois en contacter 3 ou 4, je pense, 3 D'accord. Timo Partner avec qui tu travailles. Après, c'est un fit entre la marque et le partenaire. Donc Christophe qui est qui est une marque plutôt luxe donc comment on appelle ça, D'art de la table? de vaisselle, ouais, de l'art de la table, donc a choisi leur partenaire et ensuite ils travaillent ensemble à développer en fait cette plateforme. Mais ils travaillent ensemble entre eux et puis ils sont ensuite en lien avec notre catégorie lead sur l'axe luxe, sur la luxury pavilion, pour mettre en place toutes les campagnes. Il faut comprendre que pour une marque française, quand elle arrive en Chine, pour l'avoir vécu moi chez Puig, c'est vrai que concrètement, tu dis, tu connais pas très bien en fait l'écosystème là-bas, tu connais pas vraiment les plateformes, tu vois, y a pas les usual suspects comme Facebook, Google ou YouTube. Donc là-bas, il faut que tu appréhendes aussi cet écosystème et que tu dises, voilà, sur les plateformes d'Alibaba, tu as Youku, tu as Wetao, tu as Timo Global et tu as plein d'outils qui sont mis à ta disposition pour promouvoir ça, mais tu as aussi un calendrier promotionnel bien spécifique à la Chine et aux consommateurs. Donc ce partenaire et les Alibaba France, les Bibi, t'aident aussi à comprendre et appréhender ça. Et le Double 11 étant un must, évidemment, Le Double 11, hein, donc c'est le single day, hein, c'est ça? oui, c'est le 11 novembre, c'est ce qu'on appelait, enfin, pour la petite histoire, en fait, le Single Day, c'est une fête qui existe comme, c'est l'anti-Saint-Valentin. Donc, c'est sur cette date du Single Day, c'est le 11 novembre, 4 fois 1, où on a bâti, en fait, oui, cette journée, ce Global Shopping Festival, maintenant, du Double 11. D'accord. Donc ça fait partie du calendrier que tu peux appréhender en tant que marque quand tu arrives sur la Chine, en te disant, voilà, il y a des temps forts dans lesquels je vais participer pour être visible par rapport aux consommateurs, déjà, et pour pouvoir commencer à créer aussi toute une communauté, parce que c'est très communautaire. Tu me parlais d'habitude de consommation des Chinois, je te dis, ils sont très mobiles, c'est sûr. C'est du shopper entertainment, donc ils cherchent, pour eux, le shopping, c'est du divertissement. Et dedans, moi, je dirais qu'il y a, Il y a une dimension communautaire. voilà, il y a la partie dans le shopper entertainment qui est la partie très communautaire. Donc tout ce qui est social shopping, tout ce qui est live streaming, tout ce qui est gamification, c'est très important aussi dans la façon dont la marque va devoir s'exprimer et rentrer en relation avec leurs clients, leurs clients finaux. Donc c'est là où effectivement cette spécificité, on t'aide à les comprendre, ton Tmall partner ou ton agence locale t'aide aussi à le déployer. Donc ça, c'est le cas de Lune de Miel, qui est une petite entreprise. C'est le cas de Christophe également, qui est sur la partie luxe. Mais si tu prends des marques comme Lancôme, qui fait partie des marques qui ont dépassé le milliard de transactions pendant le Double 11, eux, ils ont toute une équipe sur place. Donc
c'est plus une question d'avoir un partenaire, c'est d'avoir organisé une organisation aussi d'entreprise qui te permet d'avoir des équipes locales qui puissent gérer toute cette partie-là. Donc, tout dépend de la taille de ton entreprise, pour répondre à ta question. Ouais. Tout dépend de ton implémentation déjà en Chine ou pas. Tu as effectivement plusieurs possibilités. L'un des points essentiels que je soulignerais, c'est de bien comprendre en fait ton objectif quand tu es en Chine en termes de stratégie de déploiement, de développement, et de travailler avec les équipes Alibaba, soit en France et avec un team partner en Chine, pour pouvoir optimiser en fait cette stratégie. Que ce soit te lancer en physique ou sur un nouveau produit, lancer juste l'ensemble de ta marque. Voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et la taille évidemment de ton entreprise qui va induire aussi les options que tu as et les plateformes. Oui, alors il y a plusieurs points, il y a plusieurs notions, il y a à prendre en compte, effectivement, comme la taille. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est-à-dire quelle que soit finalement l'organisation de l'entreprise française qui veut aller en Chine, il y a des solutions qui vont jusqu'à finalement l'ouverture d'un bureau sur place, mais que dans l'ensemble des processus, il y a Alibaba France qui accompagne l'entreprise française qui se déploie. Tu as cité des marques, c'est très très clair. Est-ce que vous avez aussi des distributeurs, c'est-à-dire des vendeurs multimarques? Alors, la réponse est oui, sauf que elle est oui et elle est, je veux dire, en fait, en 5 ans, donc Alibaba France a ouvert il y a 5 ans. Et en 5 ans, je dirais, le premier business model quand on a ouvert, c'était vraiment le cross-border. Donc, ce que je t'explique le plus simple, c'est que tu es une marque, tu n'as pas de présence en Chine, tu viens voir les équipes Alibaba France, on t'explique comment ça fonctionne, tu trouves un team partner et tu exportes en cross-border. C'est-à-dire le produit est expédié depuis la France vers la Chine et il n'y a pas de stock local. Il n'y a pas de stock local, voilà. Donc après, tu peux mettre tes stocks dans différents pays donc voilà, il y a plusieurs propositions, mais c'est ça, exactement. Depuis 5 ans, on a développé beaucoup de... Parce qu'en fait, Alibaba, dans sa philosophie, comme je t'ai expliqué, c'est de facilité. Donc depuis, on a développé beaucoup d'autres possibilités. Donc on fait aussi maintenant, ce qu'on faisait très peu, pas du tout d'ailleurs, il y a 5 ans, c'est de la distribution nous-mêmes de produits. Donc, quand tu es une marque plus petite et que tu veux tester le marché chinois, mais que tu n'as pas les moyens, entre guillemets, tout de suite, de prendre un team partner, d'envoyer des stocks, on t'achète en fait un stock et on va le distribuer pour toi sur nos plateformes pour voir un peu avec toi les chiffres que ça donne, l'appétence, et si ça vaut la peine de se lancer un peu plus. Donc ça c'est en mode wholesale. Voilà, en mode wholesale. Donc il y a plusieurs possibilités comme ça. Je te donnerai l'exemple de Filorga qui a commencé, je crois, si je ne me trompe pas, d'abord ils avaient une présence physique en Chine, donc légale. Donc ils ont d'abord distribué sur une plateforme Taobao. Ensuite ils sont sur une de leurs marques, Filorga, et ensuite ils ont lancé une autre marque en fait en cross-border. Et ensuite, ils ont fait sur un nouveau produit de lancement du wholesale. Ça te permet, tu vois, pour une seule entreprise, comme Filorga, qui a plusieurs marques, de pouvoir distribuer, d'avoir plusieurs stratégies commerciales vers la Chine en fonction de leurs objectifs, comme je t'ai expliqué, en fonction de de ce qu'ils veulent tester. Ils ont la possibilité avec Alibaba de tester plusieurs business models. Donc ça, c'est Donc oui, il y a des distributeurs multimarques, mais ces distributeurs multimarques, encore une fois, peuvent passer par plusieurs business models. Soit ils ont leur propre boutique multimarque, soit ils distribuent que certains produits via le reselling ou directement sur Taobao via des... alors, une grande tendance, c'est quand même aussi ce qu'on a, c'est les key opinion leaders. Donc, comment ils ont leur propre boutique aussi et ils distribuent aussi beaucoup de différents produits. Donc, c'est des choses sur lesquelles, voilà, il y a des affinités comme ça, enfin, il y a des spécificités comme ça, granulaires. Donc, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais granulaires, qui fait que tu as vraiment un marché qui est ouvert, en fait, à plusieurs possibilités de campagne, de stratégie commerciale et de stratégie marketing. Oui, c'est très clair. Tu as commencé à l'évoquer, c'est le dernier point que je voulais discuter avec toi, c'est celui justement de la prise de parole, de la relation avec les consommateurs.
Tu nous expliques qu'il y a des agences Tmall Global qui sont là pour faire la promotion des produits français. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin? Comment Tmall Partner. Oui, pardon. Tmall Partner, pardon. Ouais. Comment vous prenez la parole vis-à-vis des consommateurs et aller un tout petit peu plus loin sur les enjeux de la mise en avant justement des produits d'une marque française qui vend sur l'une de vos plateformes? Alors, il y a deux aspects à ça. Moi, je vais axer sur deux réponses. La première, c'est que Alibaba, c'est avant tout un facilitateur. Donc, on propose des plateformes et des solutions technologiques. Je te donne l'exemple d'un outil comme le live streaming qui a eu un pic énorme cette année. On a toujours connu le live streaming, sauf qu'aujourd'hui, avec l'accélération qu'a créé la pandémie et également les habitudes d'achat, le live streaming s'est vraiment développé en termes d'outils de vente. Mais alors attends, le live streaming, c'est quoi? C'est le téléachat revu et corrigé par Alibaba? Alors, le live streaming, oui, on va dire ça. Alors, c'est pas revu et corrigé par Alibaba, c'est que c'est revu et corrigé par rapport au consommateur finaux qui a envie de voir une démo produit, d'accord? Qui a envie de pouvoir échanger avec la communauté. Donc, en même temps que tu regardes la démo produit, tu peux poser des questions à la communauté, à la personne. Tu peux cliquer sur les produits qui sont en démo et voir leurs fiches produits, voir leur prix, leur couleur et les stocks, en combien de temps ils vont arriver. Donc, c'est un peu le multi-screen, mais sur ton mobile, tu vois. Donc, c'est plus, on va dire, que juste du téléachat, une démo et tu appelles et tu achètes, c'est que tu as beaucoup d'informations qui arrivent en même temps et des échanges. Donc, pendant le Double 11, on a effectivement eu une énorme accélération du live streaming et on en a fait, je crois, il y a eu plus de 400 ambassadeurs de marque, 300 célébrités qui ont fait du live streaming pour faire la démo de produit. Moi, j'ai suivi celui de Magic Johnson, par exemple, qui faisait son live streaming. Et c'est vrai que ça, c'est une des premières choses, pour répondre à ta question, qui fait que Alibaba, en fait, est un facilitateur. Donc, on te propose des fonctionnalités sur nos plateformes, on te propose Des outils, ouais. des outils qui te permettent de mieux toucher ton consommateur final, de mieux promouvoir par rapport à ses besoins. Alors, dans les marques de luxe, ça a été aussi le cas, et les marques de luxe aussi beaucoup utilisé la 3D et la réalité virtuelle, par exemple. Okay. Ouais. Le deuxième pendant de ma réponse par rapport à ça, c'est de dire aujourd'hui, on a tout un écosystème qui te permet, toi, en tant que marque, de développer de mettre en œuvre ta stratégie relationnelle par rapport à ton acheteur final, mais ce sont tes acheteurs finaux. Donc, en gros, une marque comme je sais pas, qu'est-ce que j'ai donné comme exemple, comme Bose, qui vend, tu vois, sur son flagship, sur sa boutique en ligne sur Tmall, et qui a aussi des magasins physiques, il peut travailler avec Alibaba pour effectivement faire en sorte que sa stratégie New Retail, donc d'omnicanalité comme on dit ici, soit cohérente. Donc son consommateur, son programme CRM, il est en place sur nos plateformes et ça leur permet effectivement de suivre tout le parcours d'achat de leurs clients. Oui, c'est très important ce que tu dis. C'est-à-dire que ce que je retiens, c'est qu'un vendeur, une marque qui vend sur Tmall, il a des outils et il est toujours propriétaire de la donnée et il connaît la donnée de ses consommateurs. Oui, ce sont ses consommateurs, sa donnée. Ensuite, il y a un vrai avantage aussi à être sur un écosystème comme celui d'Alibaba, c'est de pouvoir se dire que voilà, il a les données de son propre magasin, mais effectivement, il peut travailler avec nous pour voir les données des consommateurs, des tendances des consommateurs en général sur sa catégorie. Donc ça, c'est un point important. On travaille beaucoup avec les grandes marques et pour développer leur centre d'innovation sur les produits en temps réel pendant le Double 11. On est capable de donner des tendances aux marques pour qu'elles puissent ajuster leur stock, qu'elles puissent promouvoir les bons produits qui sont en ce moment très demandés. Donc, c'est des choses des outils sur lesquels les marques bénéficient de l'écosystème, mais ils restent propriétaires de leur propre programme CRM et de leur propre relation avec le client final. Ah oui, c'est très important. Je vais juste rajouter un troisième point, que j'y pense, qu'on en parle. C'est qu'on agit aussi un petit peu, c'est comme si on était un centre commercial parfois, digital, parce qu'on a aussi un programme de CRM pour les top acheteurs sur l'ensemble de nos plateformes, par exemple. Donc, ce programme, il existe
Et ça nous permet, nous aussi, parce que c'est important, c'est un win-win quand on a une plateforme de e-commerce, ou même quand on a des magasins physiques, je dis comme un centre commercial. Ce qui est intéressant, c'est la valeur, c'est de pouvoir offrir un service plus aux clients pour qu'ils continuent à venir sur ces plateformes et dans tes magasins, pour que les marques qui sont distribuées sur tes plateformes ou qui vendent sur tes plateformes ou dans tes magasins en bénéficient. Donc ce troisième point dans ma réponse est de dire oui, on a un programme également où on a identifié aussi les top acheteurs ou les top clients en termes d'interaction aussi sur nos plateformes et sur nos magasins qui nous permettent d'avoir une relation privilégiée avec eux et de leur offrir pendant le Double 11 des expériences vraiment spécifiques, quoi. Donc, ou autre, je cite le Double 11 parce qu'on est juste de le finir, mais ou autre, on va dire. Autre événement. Autre Ouais, événement. En termes, donc avant-première. c'est très clair, en termes d'acquisition, Ouais. comment en fait une marque qui se lance, tu l'as dit, tu as besoin d'un Tmall Partners pour le faire, mais en quoi ça consiste l'acquisition au travers de l'écosystème d'Alibaba? Alors, c'est là où, effectivement, on n'est pas rentré dans les détails de l'écosystème, mais je te dirais pour que l'ensemble de nos activités fonctionnent chez Alibaba, on a quand même des grands piliers. Donc, un des piliers, c'est la partie, on va dire, paiement. Donc, tout ce qui est paiement et banque de retail. Donc, on financial. On a toute la partie aussi logistique, c'est quand même, c'est important, donc channel. On a la partie, on l'a dit rapidement, mais on insiste dessus, la partie technologique et infrastructure technologique qui est Alibaba Cloud. Et le quatrième, c'est assez important pour répondre à la question, c'est ce qu'on appelle nous Alimama. Donc, qui est en fait la plateforme qui est, on va dire, qui est plateforme média dans l'écosystème Alibaba. Donc, tout ce qui est DMP par exemple. D'accord. Donc, cette partie, en fait, Alimama, elle est importante dans ce que tu dis, puisque quand tu commences à rentrer sur le marché chinois et à te dire, voilà, il faut que je lance ma marque, il faut qu'elle soit connue, tu fais un plan, on va dire, évidemment, un plan promotionnel, un plan marketing. Et Alimama te permet, en fait, d'avoir accès à l'ensemble de notre écosystème physique ou digital sur nos plateformes. Donc, comme je te disais, on distribue, on a quand même une plateforme de streaming vidéo, de streaming de musique, on a des magasins physiques, on a toutes les applications mobiles de paiement, de réservation de restaurants, de livraison ou de plateforme e-commerce, comme on vient de le dire. Et tout ça, ce sont des points de contact, donc des points de visibilité par rapport à ton potentiel client. Un des learnings important qu'a partagé l'artisan parfumeur ou Christophe, qui sont deux marques qui ont participé au Double 11, et de dire que le Double 11, au-delà des ventes, ça leur a permis d'accélérer et de créer une communauté beaucoup plus grande, de faire connaître leur marque et de faire beaucoup plus rapidement également. Ça, c'est un des effets aussi du Double Event qu'il ne faut pas négliger, c'est de dire, voilà, le Double Event, c'est aussi un moment où tu peux promouvoir ta marque de manière innovante, où tu peux tester aussi et recruter du coup tes consommateurs sur des activités vraiment spécifiques. Ouais, Donc, ça, c'est clé ce que tu dis. Effectivement, c'est pas que du volume de vente, c'est aussi l'opportunité d'agrandir ta communauté en rappelant qu'effectivement, quand tu utilises l'écosystème Alibaba, tes consommateurs, tu les connais, tu as la donnée. Donc, tu peux travailler cette donnée, cette communauté en vue finalement de ouais, continuer tes opérations commerciales dans le temps. complètement, Christophe témoignait là-dessus en disant ils ont vu par rapport aux gens pendant le Double Event qui regardaient leurs produits, qui le mettaient en panier, mais même sans avoir confirmé le panier, donc des prospects, ils ont cette donnée et ils vont pouvoir les réactiver ultérieurement. C'est des choses qui sont et toutes les activités, donc si on reprend la consommation, les habitudes de consommation chinoises, c'est de se dire, comme je te dis, c'est du divertissement. Donc au-delà de l'acte d'achat, il y a beaucoup d'interactions qui se sont faites. Donc, l'édition 2020 du Double Event a été légèrement modifiée, puisque c'est une année qui est particulière. Mais donc, elle a duré sur 10 jours au lieu d'une journée. Et ces 10 jours ont permis aussi aux marques et aux consommateurs d'interagir plus, donc d'avoir plus d'animation, d'activation, pour pouvoir interagir avec la marque, les produits, les découvrir, comme je te disais, faire du live streaming, et donc intéresser des potentiels acheteurs et récolter leurs données ou interagir avec eux pour ensuite les activer, qu'ils aient acheté ou pas pendant le Double Eleven.
ça reste voilà, pour eux des prospects. Et c'est quelque chose d'important dans notre écosystème, parce que si la personne rentre dans ton magasin, je te donne un exemple physique, mais si la personne rentre dans ton magasin, qu'il a scanné avec Taobao, donc c'est l'application qu'il a en Chine, pour pouvoir avoir des informations sur un des produits que tu as exposé, même s'il ne l'achète pas sur le moment, il s'est connecté à ta page, il s'est connecté à ta fiche produit, il s'est identifié, hein, parce que c'est lui qui a activé son Taobao. Et donc, pour toi, c'est un prospect potentiel. Moi, je le vois quand on a ouvert, par exemple, le pop-up store d'AliExpress en France. Tu rentrais dans le magasin, c'était 300 produits de la plateforme, mais tu n'achetais pas en magasin. En fait, tu scannais le produit avec ton application AliExpress, tu regardais les tailles, les trucs, ce qui t'intéressait, tu le mettais dans ton panier d'achat AliExpress et tu ressortais du magasin et tu pouvais le confirmer à tout moment et te faire livrer chez toi. Ce genre d'interaction, ce genre de nouvelle expérience, on va dire, ou d'expérience plus de divertissement et de shopping physique ou mobile, te permet effectivement d'avoir cette expérience et d'avoir ce contact avec ton consommateur final. Écoute, Laura, je pense que tu as été hyper claire. Tu as bien répondu aux questions sur le marché. C'est un marché hétérogène, mobile only. La proposition de valeur d'Alibaba, qui est finalement un écosystème qui permet à un vendeur, à une marque française d'être accompagné de A à Z dans la chaîne de valeur, dans l'exécution du business en Chine. Et puis, je retiens qu'effectivement, un point important, c'est que dans la prise de parole, il y a toujours un accompagnement, mais le vendeur, quelque part, est toujours propriétaire de la donnée. Il connaît les prospects et il y a des outils CRM qui sont là pour l'accompagner. C'est vachement plus clair. En tout cas, pour moi, dans ma tête, c'était très didactique, Laura. Donc, je voulais te remercier pour tout ça. Je voulais en profiter aussi pour remercier Comexposium, l'organisateur des salons One-to-One Retail e-commerce de Monaco et Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers, toujours plus nombreux. Vous pouvez me contacter soit sur LinkedIn ou depuis le site lesdigitaldoers.com. Laura, merci beaucoup et puis Merci à toi. à très bientôt. Merci Cyril. Au revoir. À très vite.